Petit État d'Amérique du Sud recouvert à l'est par la forêt amazonienne, traversé en son centre par la cordillère des Andes et bordé par l'océan Pacifique à l'ouest, l'Équateur offre une grande variété géographique, avec ses volcans, ses hauts plateaux, sa forêt amazonienne et ses îles volcaniques comme les Galapagos. Son nom vient de sa position sur l'équateur, cette ligne imaginaire qui sépare les deux hémisphères de la planète. Pour matérialiser la latitude zéro, un monument symbolique baptisé El Mitad del Mundo, le milieu du monde, se dresse à San Antonio de Pichincha, à 22 km au nord de la ville de Quito. L'Équateur fut annexé par les Incas au XVe siècle, colonisé par les Espagnols en 1534, puis libéré en 1822 par le général Sucre. Indépendant en 1830, l'État est laïcisé en 1897. Au cours du XXe siècle, miné par l'autoritarisme des gouvernants, les coups d'État à répétition, la corruption, les conflits avec le Pérou et les crises ethniques, le pays sortira affaibli par des décennies de désordre économique et social. Composé de 13 millions d'habitants, avec 65% de métis, 25% d'indigènes, 7% de descendants d'Espagnols et 3% d'Africains et Asiatiques, l'Équateur possède une société pluriethnique. La pauvreté touche 65% de la population. Si la Constitution reconnaît l'égalité absolue de tous ses citoyens devant la loi, les minorités indigènes sont toujours victimes de ségrégation. Cette situation évolue avec la participation de représentants indigènes au Parlement national, sans mettre un terme aux spoliations de terres. Le quechua, seconde langue parlée dans les Andes après l'espagnol, n'est toujours pas reconnu. La cordillère des Andes résulte de la collision entre la plaque océanique de Nazca et la partie continentale de la plaque sud-américaine qui a débuté au Crétacé supérieur il y a 100 millions d'années. Les Andes équatoriennes se sont formées peu après et résultent de nappes de charriage comme dans le massif alpin. La Sierra, région de la cordillère des Andes, possède deux chaînes parallèles de plusieurs volcans de plus de 5000 mètres. Le plus haut est le Chimborazo, à 6310 mètres, mais le plus majestueux est le Cotopaxi à 5897 mètres. Avec son lac de couleur émeraude à 3900 mètres d'altitude, le volcan Quilotoa doit son gigantesque cratère à l'effondrement de sa partie centrale, formant une caldeira, littéralement une chaudière en portugais. Dans la vallée des volcans, les sommets enneigés semblent dominer le monde à l'image de l'Illiniza qui culmine à 5266 mètres, ou du terrible Cotopaxi, toujours en activité du haut de ses 5879 mètres. Avec ses 5016 mètres, le volcan Tungurahua paraît presque modeste. Le Chimborazo, volcan inactif, culmine à 6310 mètres. Un bus monte jusqu'à 4800 mètres et il reste 200 mètres à pied pour atteindre le plus haut refuge du monde. Au cœur de la vallée se trouve la plus belle capitale d'Amérique du Sud, Quito. Située à 2800 mètres d'altitude, elle est, après La Paz en Bolivie, la deuxième plus haute capitale du continent. Fondée en 1534 par les conquistadors espagnols, la ville n'a cessé de croître et s'étend désormais sur plus de 40 km de long et 4 de large. Dotée d'un riche passé colonial, Quito a été déclarée patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO en 1978. Elle doit cette distinction à son quartier historique au sud. La Vierge qui veille sur Quito depuis la colline du Panechillo rappelle que 95% des Équatoriens sont catholiques.
Dans la majorité des pays sud-américains, l'importante disparité des richesses est monnaie courante, comme en témoignent les bidonvilles accrochés au flanc des volcans entourant la ville. Pour les déplacements, d'innombrables bus et trolleys sillonnent la ville du nord au sud. Ceci ne suffit pas à éviter l'importante pollution atmosphérique due à la vétusté des véhicules, dont les gaz d'échappement stagnent dans la dépression occupée par le centre de Quito. Dans le vieux Quito, plutôt escarpé, dès que les rayons du soleil parviennent à percer le brouillard qui baigne le plus souvent la ville, les façades des bâtiments à l'architecture coloniale si singulière brillent de leurs plus belles couleurs. Le centre historique date du XVIe siècle. L'élégant Théâtre National Sucre, rue Guayaquil, renferme également un musée d'art. La Banque centrale d'Équateur se situe à proximité de l'église de la Compañía, la plus belle du Nouveau Monde, disent les Équatoriens, dont les travaux ont commencé en 1605 et se terminèrent 163 ans plus tard. Construit avec de la pierre volcanique dans un style baroque exubérant, le bâtiment offre une façade finement travaillée qui comporte 4 niches dans lesquelles sont logés les saints patrons jésuites. Les motifs sculptés du fronton, les colonnes torsadées et la décoration de l'église laissent apparaître les influences espagnoles, italiennes, flamandes, indiennes, arabes et même africaines. Partiellement détruite après le tremblement de terre de 1987, endommagée par l'incendie ravageur survenu en 1996 lors de la restauration, elle a finalement subi une réfection complète. Les bâtisseurs jésuites, à l'époque, se seraient inspirés du Vatican pour dessiner et décorer l'église. D'où le dôme coloré et la voûte peinte, qui rappellent par certains côtés la chapelle Sixtine à Rome. Au total, pas moins de 7 tonnes d'or ont été nécessaires pour dorer à la feuille l'autel, le retable, les colonnes et les murs. Le site a une valeur inestimable et certaines pièces uniques sont d'ailleurs conservées dans les coffres de la Banque centrale pour plus de sécurité et ne ressortent qu'à l'occasion de grandes fêtes religieuses. L'Équateur ne voudrait pas voir ses trésors disparaître à l'étranger, comme ce fut le cas en 1767, lorsque les jésuites furent dépossédés de leurs biens par décret. Les joyaux de la Compañía avaient alors pris la direction de l'Espagne pour servir au paiement de la dette de guerre. À quelques pas de la Compañía, dans un dédale de rues étroites, les Quiténiens viennent s'approvisionner comme tous les mardis au marché. Dans le vieux Quito, la Plaza Grande regroupe les bâtiments qui abritent les pouvoirs politiques et religieux de l'Équateur. En son centre s'élève le monument de l'indépendance, érigé un siècle après la première tentative de libération du pays, le 10 août 1809. Le révolutionnaire, Juan Pío Montúfar, avait alors pris le pouvoir, mais les troupes royalistes l'en avaient chassé 24 jours plus tard. En plus de la cathédrale, l'église mitoyenne du Sagrario et l'hôtel de ville, la place de l'Indépendance accueille également le palais présidentiel ou palais du gouverneur, construit au XVIIIe siècle. Les gardes en uniforme du XIXe siècle aux couleurs du pays sont là pour rappeler qu'en ce lieu fut proclamée la République. Édifiée lors de la fondation de Quito au XVIe siècle, la cathédrale fut endommagée à plusieurs reprises par les fréquents séismes et reconstruite dans des styles très divers, allant du gothique mudéjar au néoclassicisme. Un peu plus à l'ouest, le quartier de la Ronda avait autrefois la réputation d'être malfamé avant l'essor du tourisme.
À proximité se trouve la place San Francisco, à l'immense parvis dallé de pierres volcaniques noires. L'église, au milieu, reflète le style de la Renaissance importé d'Europe. Le bâtiment principal se compose d'une nef à travée unique, d'un transept et de magnifiques chapelles latérales reliées entre elles par des arcs d'inspiration mudéjar. C'est un franciscain d'origine flamande qui a orchestré les travaux à partir de 1535, et c'est également lui qui sema sur la place San Francisco les premiers grains de blé du pays. Maître de l'école de Quito et adepte du baroque flamboyant, la décoration intérieure, chargée d'or, d'argent et de pierres précieuses, ressemble à celle de la Campagna. Si l'architecture répond aux caractéristiques de l'art colonial, les Indiens ont réussi à introduire quelques pans de leur culture dans l'enceinte même de l'église. Nombre de ces richesses sont exposées au musée franciscain voisin qui rassemble pas moins de 4000 pièces du couvent. Parmi elles, des meubles, peintures, sculptures et autres objets réalisés par les artistes de l'école des beaux-arts de Quito qui avaient élu domicile en ces murs au XVIe siècle. Dans le patio du cloître déambulent encore des religieux de l'ordre des frères mineurs, fondés en 1210 par saint François d'Assise en Italie. Après la place San Francisco, la Calle Venezuela mène tout droit à la nouvelle basilique édifiée en 1926. Son style néogothique tranche avec l'architecture coloniale de la vieille ville, et ses lignes modernes sont loin de faire l'unanimité. En revanche, les dimensions impressionnantes de la nef ornée de splendides vitraux justifient la visite. Extérieurement, avec sa façade grandiose, son aspect solennel et ses deux tours qui dominent la vallée au volcan, la basilique de Quito, souvent baptisée cathédrale par erreur, a de faux airs de Notre-Dame de Paris. Au sommet, le panorama sur la vieille ville et le quartier moderne est exceptionnel. C'est ici que se trouvent les grands hôtels, les sièges sociaux, le palais législatif, le musée archéologique et celui de l'Amazonie, et le vivarium, la maison de la culture, la bibliothèque nationale et enfin le parc de la Alameda, avec ses 2 lacs artificiels au milieu d'un écrin de verdure. La route panaméricaine traverse la cordillère du nord au sud et passe au milieu de l'allée des volcans sur plus de 600 km. Sur les 40 volcans de la Sierra équatorienne, 8 sont recouverts de neiges éternelles et quelques-uns sont encore en activité. Lorsque les volcans se réveillent, le grondement est perceptible jusqu'en Colombie, à 800 km. Les éruptions menacent en permanence les villes de la vallée qui risquent d'être un jour ensevelies par les cendres, la lave ou les coulées de boue appelées lahars. Même si les Équatoriens redoutent la colère des volcans, ils ont su tirer parti de cette richesse naturelle en développant le tourisme dans la région. Hôtels et refuges d'altitude ont vu le jour pour accueillir les trekkers. Si la montée s'effectue lentement à pied et en petits groupes sur les premiers tronçons, des passages plus difficiles attendent ensuite les alpinistes pour parvenir jusqu'au sommet. Franchir les plateaux enneigés et progresser dans les glaciers nécessite un minimum d'expérience et quelques efforts, mais l'extraordinaire beauté du site le mérite. Sport d'aventure à la mode, le trekking est en passe de devenir l'une des principales attractions de l'Équateur, au même titre que les expéditions en Amazonie. Sur les flancs du Chimborazo vivent les derniers hieleros, plus communément appelés briseurs de glace. Il y a 20 ans, ils étaient encore une soixantaine. Ils grimpent jusqu'à 5000 mètres d'altitude pour rapporter de la glace sacrée, qu'ils vendront une misère au village pour refroidir les denrées du marché. Une fois les blocs extraits de la roche, les hieleros les taillent en forme rectangulaire à l'aide d'une simple hache. La glace contient des particules de cendres volcaniques. Puis, ils enrobent les blocs de paille
pour les protéger lors de la descente à dos d'âne. Lorsqu'ils regagnent le plateau, la glace a généralement perdu la moitié de son volume. Activité d'une autre époque, à l'heure des réfrigérateurs, les hieleros du Chimborazo accomplissent leurs tâches 2 fois par semaine, le jeudi et le samedi, jour de marché. Impossible de rester insensible à côté du Tungurahua. Les dernières éruptions remontent à 1773, 1886 et 1918. Mais le volcan s'est remis à fumer en août 1999. En 1986 déjà, une gigantesque colonne de cendres avait engendré 3 jours d'obscurité dans la région. Les scientifiques surveillent de près la sismicité dans la région, plus de 1000 microséismes par mois, la quantité de soufre rejeté par le volcan, entre 3000 et 10 000 tonnes par jour, ainsi que la hauteur du panache de fumée s'élevant du cratère. À 3900 mètres d'altitude, le lac circulaire de 2 km de diamètre au milieu d'une caldeira, 400 mètres sous le sommet, possède une eau de couleur émeraude en raison de la présence de soufre et varie du vert au bleu suivant l'ensoleillement. Nombre de paysans indigènes vivent et travaillent sur les pentes abruptes du Quilotoa. L'élevage de moutons, la traite des brebis et la culture de la pomme de terre font partie de leurs activités. Ils doivent aller de plus en plus haut pour trouver des terres qui n'appartiennent pas aux grands propriétaires. Parmi les étapes incontournables des circuits en Équateur figure Otavalo. Petite bourgade de 20 000 habitants, elle est réputée pour sa foire au bétail, son marché aux légumes et son artisanat. Les premières transactions animalières débutent à 4 h du matin et se terminent généralement avant 9 h. Moutons, lamas, bovins, cochons et autres volailles s'échangent dans une joyeuse ambiance. Le marchandage est de rigueur et les dollars passent rapidement de main en main. Fidèles à leur réputation, les otavalenos sont des commerçants. Le dollar a remplacé le sucre en septembre 2000 afin d'enrayer l'inflation galopante des prix et empêcher les dévaluations régulières de la monnaie. En renonçant à sa souveraineté monétaire, le gouvernement de l'époque espérait sortir de la crise économique qui ronge le pays depuis la chute des revenus pétroliers, première ressource naturelle de l'Équateur. Mais en fixant le taux de change très bas, 25 000 sucres par billet vert, ce tour de passe-passe a pénalisé les producteurs locaux qui commerçaient jusqu'alors en sucre. Situé à 2 heures de route au nord de Quito, Otavalo était un grand centre administratif et économique à l'époque des Incas et la conquête espagnole au XVIe siècle l'a renforcé. Aujourd'hui, c'est une plaque tournante du commerce dans toute la Sierra. Les habitants de la région viennent s'y ravitailler et vendre leur production. Les étals du marché aux fruits et légumes, qui a lieu le samedi, présentent un large éventail des productions de l'Équateur. Parmi celles-ci figurent le riz, la pomme de terre, le maïs, les céréales, la banane, le sucre de canne, le manioc, le café ou le cacao.
Quoique très fréquenté par les touristes de passage attirés par l'artisanat bon marché et de qualité, Otavalo a su conserver une certaine authenticité. Les indigènes continuent d'arborer les habits traditionnels de leurs ancêtres. Jupes longues fendues, corsage blanc brodé, poncho aux couleurs chatoyantes et colliers autour du cou pour les femmes, petits chapeaux équatoriens immanquablement vissés sur la tête pour les hommes. Dans un pays qui compte plus de 3000 communautés indigènes, les Otavalos occupent une place toute particulière. Descendants du peuple Cara, les Otavalos ont ensuite été colonisés par les Incas et les Espagnols. Au nombre de 45 000 environ, ils résident dans la province d'Imbabura, connue sous le nom de province des Grands Lacs, et parlent la langue quechua. Très attachés à leurs racines et leur identité, les Otavalos sont spécialisés depuis des siècles dans l'art du tissage. Leur création s'exporte aujourd'hui à travers le monde, ce qui a fait leur renommée. Une halte s'impose ensuite à Sakisili, une bourgade au sud de Quito et à 20 km de Latacunga, cité de 30 000 habitants. S'ouvre alors le plus authentique marché d'Équateur, sinon le plus beau. Il a lieu le jeudi et s'étend sur pratiquement toute la ville. Le marché se divise en plusieurs parties. Marché aux fruits et légumes, marché aux chapeaux près de l'église, marché à la viande où l'on peut assister à l'abattage des bœufs et enfin marché aux bestiaux. Ici, pas ou peu d'artisanat, mais des couleurs, des odeurs et des cris d'animaux. Les bêtes tiennent une large place dans la vie quotidienne des paysans. Les ânes servent à porter de lourdes charges, les moutons et les alpagas sont prisés pour leur laine, les taureaux travaillent dans les champs ou affrontent les toreros lors des corridas. Quant aux cochons, ils termineront dans l'assiette. Grillés au fumé, ils constituent un mets fameux apprécié des Incas et répondant au nom de cuy. Manita, $1. A $1, manita. ¿Qué quieres, polla o gallo? Le sucre est vendu sous forme de pain ou en tranches sur les étals de Sakisili. Les Équatoriens se nourrissent essentiellement de riz, de pommes de terre, de soupe de poulet, de beignets au fromage et de bananes, dont il existe une douzaine de variétés. La viande, rare et chère, se consomme surtout lors des fêtes. Une fois le ravitaillement effectué ainsi que les menus travaux de raccommodage sur d'antiques machines, l'heure est venue pour les paysans de rejoindre leurs villages respectifs en empruntant les bus locaux. Les voyageurs, comme les moutons embarqués sur le toit, n'ont plus qu'à espérer que le moteur et les freins tiendront bon sur ces routes instables. Le trajet est l'occasion de croiser les paysans des campagnes qui n'ont toujours pas la possibilité et les moyens de se déplacer en voiture. Sur le chemin qui mène à Riobamba, les paysages sont splendides, comme partout ailleurs dans la Sierra où l'altitude ne descend jamais en dessous de 2000 mètres. Dans la capitale de la province du Chimborazo, sur les 150 000 habitants de Riobamba, la plupart travaillent dans le négoce des denrées alimentaires ou dans l'industrie textile. Ces activités s'exercent le plus souvent en famille. Guère fréquentée par les touristes, Riobamba est une ville de passage située entre Quito et Cuenca qui a su conserver son authenticité. Elle s'anime le jeudi et le vendredi, jour de marché, ainsi que le samedi lors de la traditionnelle feria. Une promenade dans les rues pavées est l'occasion d'apprécier le charme de l'architecture coloniale.
La fondation de la ville remonte en effet à 1534, sur les ruines d'un ancien centre inca. Mais le dramatique tremblement de terre de 1797 a fait table rase des constructions existantes. Bravant la colère des dieux, les bâtisseurs de l'époque ont fait renaître la cité à 21 km de son emplacement d'origine. Avec sa grande place typique, ses parcs verdoyants, ses 4 musées d'art et d'archéologie, ainsi que sa cathédrale et sa basilique, Riobamba mérite une halte. Située au pied du volcan Chimborazo qui crache en permanence un gigantesque panache de fumée noire, la ville est également un bon point de départ pour les randonnées en montagne. Le petit train des Andes ralliait à l'origine Guayaquil sur la côte pacifique à Quito dans les Hautes-Terres. Le début des travaux remonte à 1899, mais les séismes, inondations et glissements de terrain successifs tout au long du XXe siècle ont amputé sa longueur. Il ne reste aujourd'hui que le tronçon entre Riobamba et Alosi, soit 104 km à parcourir et 4 à 5 heures de trajet lorsque tout se passe bien. Trois possibilités. Accompagner le cheminot dans la locomotive de marque française pour les plus chanceux, s'asseoir à l'intérieur des wagons qui ne sont pas tous réservés aux bestiaux, ou s'installer sur le toit en n'oubliant pas de baisser la tête dans les tunnels. Pour décrocher une place à bord du train, il convient de s'y prendre à l'avance, car l'attraction est très prisée des touristes. L'extraordinaire diversité des paysages, la traversée pittoresque des villages et le terrible passage du Nariz del Diablo, dénivelé de 1000 mètres que le train franchit en alternant les marches avant et les marches arrière, expliquent cet engouement. L'arrivée à Alosi, le terminus, est la bienvenue pour se dégourdir les jambes. À quelques kilomètres de là se trouve le site archéologique d'Ingapirca, le mieux conservé d'Équateur. Il s'agit de vestiges amérindiens et incas datant du XVe siècle. Si ces ruines, à 3200 mètres d'altitude, n'ont pas l'ampleur du Machu Picchu au Pérou, elles revêtent néanmoins une grande portée symbolique et présentent à ce titre un intérêt majeur pour les historiens. Parmi les structures des édifices encore visibles, on reconnaît les fondations du Temple du Soleil. Quelques escaliers et pans de murs de ce lieu de culte ont survécu à l'épreuve du temps et des catastrophes naturelles. Les portes trapézoïdales, caractéristiques de l'architecture inca, résistent mieux aux tremblements de terre que les portes rectangulaires. À 50 km au sud d'Ingapirca apparaît la ville de Cuenca au fond d'une vallée andine et à 2500 mètres d'altitude. 420 000 habitants vivent aujourd'hui dans cette jolie cité coloniale fondée par les Espagnols en 1557 sur l'ordre du vice-roi du Pérou. Il s'agit de la 3e ville du pays. Cuenca fait partie des joyaux de l'Équateur et, récompense suprême, son centre historique a été classé en 1999 au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO, comme le Vieux Quito, le parc national Sangay et les îles Galapagos. 26 monuments de Cuenca figurent dans cet inventaire prestigieux et 600 édifices de la vieille ville présentent selon l'UNESCO un intérêt architectural.
La construction de la nouvelle cathédrale en briques et marbre de Carrare a commencé en 1880, mais l'édifice n'a jamais été achevé. En cause des problèmes de structure, car les charpentes ne pouvaient plus supporter les tours et le poids des cloches. La vocation culturelle et artistique de Cuenca remonte au XVIe siècle. Espagnols et Italiens avaient alors créé plusieurs écoles d'architecture, de peinture et de sculpture, dont la réputation a fait le tour de l'Amérique du Sud. Poussés par cet élan créatif, les artistes ont pu exercer leur talent au fil des décennies, en décorant notamment les façades des bâtiments officiels et édifices religieux. Repère des écrivains, philosophes, poètes et intellectuels, Cuenca compte pas moins de 3 universités qui forment des étudiants venus de toute la Sierra. La capitale de la province de l'Azuay est aussi un haut lieu culturel qui accueille une biennale internationale de peinture, ainsi que les fêtes de la Croix, du Septenario et du Passage de l'Enfant. Ville dynamique et plus moderne que les bourgades de la vallée des volcans, Cuenca n'en reste pas moins fidèle à la tradition des marchés comme celui des fleurs. L'Équateur offre probablement les plus belles roses du monde. Il en existe plus de 200 variétés qui poussent en altitude sur les sols volcaniques. De grande taille avec une tige épaisse et un feuillage abondant, elles brillent par leur couleur et leur éclat. Il est bon de flâner dans les rues pavées de Cuenca et de s'attarder sur les façades blanches des maisons coloniales et leurs balcons fleuris en fer forgé. D'agréables patios se cachent le plus souvent à l'intérieur. La ville semble hors du temps et c'est ce qui fait son charme. Avec 3 cathédrales, quantité d'églises et un couvent, Cuenca s'affirme comme une place forte du christianisme en Équateur, devenu évêché en 1785. Mais sa renommée mondiale, synonyme ici de prospérité, Cuenca la doit surtout à la fabrication des chapeaux, illustrés ici par ces arbres taillés en forme de couvre-chef sur la place principale. Fabriqué dans le pays depuis le 19e siècle, le chapeau Panama doit son nom aux ingénieurs français qui l'utilisaient lors de la construction du canal de Panama. Résistant, élégant et efficace contre le soleil, le Panama a vite été adopté sur l'ensemble du continent. De nombreuses personnalités, Theodore Roosevelt, Al Capone, Clark Gable entre autres, lui ont donné ses lettres de noblesse. Selon les méthodes de fabrication des artisans, la première étape consiste à faire sécher la paille au grand air. Celle-ci provient d'une tubercule que l'on rencontre de la Bolivie au Panama. On extrait de cette plante sauvage la paille appelée toquilla, après 3 ans de maturation. Les tiges vertes, d'une hauteur de 3 mètres environ, recèlent à l'intérieur des fibres d'1 mètre de long et d'1 millimètre d'épaisseur. Ce sont elles que les ouvriers font bouillir pendant 1 heure pour en assurer la rigidité avant de les faire sécher et de les défibrer en fines lamelles. En répétant plusieurs fois l'opération, on obtient de la paille très résistante et prête au tressage.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'heure du tressage a une incidence sur la qualité finale du chapeau. Le matin, le soir et les journées couvertes rendent les fibres plus souples pour que les femmes et les enfants aux doigts agiles les croisent plus facilement. En parallèle, les brins sont régulièrement humectés et peignés à l'aide d'un épi de maïs égrené et trempé dans l'eau. Le travail requiert une grande dextérité et une infinie patience, car un Panama super fino, le plus cher, peut exiger jusqu'à 3 mois de labeur. Il ne faut pas croire que le Panama est prêt à être vendu après le tressage. Le chapeau, encore à l'état brut, devra passer par une manufacture pour les finitions. La paille va notamment subir une phase de nettoyage, puis une autre de blanchiment en restant 3 jours dans un bain de sulfite de sodium et de peroxyde. Ensuite, le modèle parfois teint sera pressé une dernière fois. La machine vient suppléer l'homme pour davantage d'efficacité. La pression de plusieurs tonnes qui s'exerce sur le Panama pendant quelques secondes lui permettra de toujours retrouver sa forme initiale sans aucun dommage après avoir été plié ou roulé, ce qui est un gage d'authenticité. L'opération la plus délicate de la fabrication consiste au final à assurer de belles courbes au chapeau en veillant à ne pas casser la paille. Le bandeau, ajustable à l'intérieur, favorise quant à lui un bon maintien sur la tête. L'ultime étape revient à apposer le traditionnel ruban à l'extérieur dont la fonction est purement décorative. Il existe 3 catégories de Panama en Équateur, les Monte Cristi, des chapeaux haut de gamme confectionnés sur les bords du Pacifique, les Brisa et les Cuenca. Un Panama de qualité est léger comme l'air, 100 grammes tout au plus, et ne craint ni les chocs, ni le soleil, ni la pluie, grâce à sa trame serrée qui assure son étanchéité. Un chapeau standard est vendu une vingtaine de $, mais certains modèles s'achètent parfois plus de $1000 à l'étranger, suivant la qualité du travail, la finesse de la paille et l'origine du produit. Retour à Otavalo, l'un des hauts lieux de l'artisanat en Équateur. Une vingtaine de riches familles détiennent le monopole de la vente. Elles achètent à bas prix les différents articles produits dans les campagnes et les revendent sur le marché. Les premiers colons à avoir pris possession de la ville au XVIe siècle développèrent l'activité des tisserands afin d'exporter leur production dans toutes les colonies hispaniques. Grâce à l'utilisation d'outils plus performants, la création de nouvelles fibres textiles et des techniques de fabrication venues d'Écosse, les lainages en alpaga, tissus colorés, tapis et autres hamacs se sont retrouvés sur les marchés américains et européens. Si les artisans se servent encore du métier à lanière dorsale ou métier à ceinture, inventé il y a plus de 4000 ans dans les Andes septentrionales, la plupart des indigènes ont adopté le rouet, la cardeuse et le métier à pédale, introduit en Équateur par les conquistadors. La laine provient quant à elle du mouton ou de l'alpaga. Il s'agit d'un ruminant voisin du lama qui est élevé dans les Andes pour sa longue fourrure laineuse, la plus chaude du monde. Néanmoins, la fibre véritable est plutôt rare et trouver un pull 100% alpaga n'est pas si simple. Les touristes se contenteront parfois d'articles à 5 ou 10% d'alpaga et produits de manière industrielle. De même, dans bien des cas, les métiers à tisser électriques ont remplacé les machines ancestrales au faible rendement. Comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs, sachant que les exportations à travers le monde se chiffrent en millions de dollars et que la production doit suivre? Si le travail est toujours épuisant, les ateliers bagnes ont disparu avec l'abolition de l'esclavage en 1964. Les indigènes devaient alors travailler plus de 15 heures par jour dans des conditions inhumaines. Révoltes et suicides étaient fréquents. Aujourd'hui, le tissage est bien souvent une affaire de famille. Les techniques des tisserands se transmettent de génération en génération et l'apprentissage s'effectue très jeune. Les enfants, pour la plupart, après une scolarisation incomplète, rejoignent très tôt les ateliers. Ici, à Cacha, un petit village près de Riobamba, une famille de tisserands fait partager son quotidien.
Tout le monde, sans distinction d'âge ou de sexe, met la main à l'ouvrage. Ainsi, pendant une douzaine d'heures par jour, ces artisans reproduisent inlassablement les mêmes gestes, concentrés à leur tâche, pour que la qualité des pièces soit au final irréprochable. La volonté, la persévérance, la créativité et l'amour du travail bien fait sont quelques-unes des qualités des tisserands d'Équateur. Nombre de familles de tisserands ont conservé en parallèle une activité agricole pour diversifier les sources de revenus et améliorer l'ordinaire. Les petits artisans indigènes détachés du monde réel n'ont pas conscience de la valeur à la revente. Les conditions de vie n'ont guère évolué depuis la colonisation, à l'image des habitations de fortune dans lesquelles cohabitent plusieurs générations. L'électricité et l'eau courante sont peu répandues hors des villes et le progrès n'a pas encore atteint les campagnes. L'éducation des enfants, synonyme d'avenir, est quant à elle réservée aux familles privilégiées. Le patriarche de la famille ne connaît pas la retraite et ne bénéficie d'aucune protection sociale. Il a un rôle capital à jouer au sein de la famille pour transmettre son expérience et son savoir-faire. Le maniement des outils de tissage, la création des motifs géométriques et l'aptitude à réaliser différents modèles nécessitent en effet un long apprentissage afin d'atteindre un jour la perfection. Une perfection qui permet au tissage, à la céramique et à l'orfèvrerie d'être considérés par les collectionneurs et les musées comme des arts à part entière. À l'époque des Incas, les textiles avaient davantage de valeur que les métaux précieux ou les gemmes. Les tissus servaient de présents pour les puissants et d'offrandes aux divinités. En colonisant l'Équateur au XVIe siècle, les Espagnols ont découvert la qualité des étoffes andines qu'ils se sont empressés d'envoyer à leur roi Philippe II. Les articles qui ne partent pas à l'étranger sont vendus sur les marchés, comme ici à Riobamba, où il règne un parfum d'authenticité dans les échoppes. Pourtant, l'acrylique et les couleurs artificielles remplacent de plus en plus les produits 100% naturels. Rentabilité oblige. Autre facette de l'artisanat d'Équateur, la sculpture sur bois ou sur pierre. Dans le pays, chaque province a sa spécialité artistique. Et c'est à San Antonio de Iberá, un petit village au nord d'Otavalo, que sont regroupés les artisans sculpteurs. Ils fabriquent des objets en balsa et sculptent aussi certaines essences recherchées comme le cèdre et l'acajou. Ils excellent dans la confection de statuettes religieuses, façonnent des meubles, des panneaux muraux, des figurines zoomorphes et certains oiseaux d'Amazonie. C'est aussi à San Antonio de Iberá que sont conçues les boîtes des chapeaux Panama. Incroyablement léger en raison de sa faible densité, le balsa pousse dans les forêts tropicales d'Équateur et fait partie des richesses naturelles du pays. Modelable à souhait, il se prête à toutes les fantaisies sculpturales. Un simple maillet, quelques outils pointus et une bonne dose de savoir-faire permettent de réaliser de petites merveilles de précision et de finesse.
Une fois peintes et vernies, certaines sculptures deviendront de véritables œuvres destinées, entre autres, au marché des arts ethniques. Les artisans à l'ouvrage dans les arrière-boutiques de la grande place de San Antonio de Ibeira sont visibles comme leurs travaux sur les portes et les façades de nombreux bâtiments de la région. Dans la Sierra, la nature somptueuse et les paysages grandioses sont autant de sources d'inspiration artistique. La peinture relève de l'art naïf et remonte à l'époque inca. Il y avait une tradition de peindre le cuir des tambours. Une Allemande admiratrice de l'artisanat indigène proposa, il y a 40 ans, aux Indiens de Tigua de mettre ces peintures sur cuir en tableau. Ils sont nombreux aujourd'hui à proposer cette peinture naïve. Très colorés, ces petits tableaux naïfs présentent les moments de la vie indigène dans un décor de montagne avec des volcans aux sommets englacés. Les formes et la disposition des arbres sur les pentes sont assez surprenantes. La technique consiste à peindre par couches successives, le ciel d'abord uniforme, puis le premier plan et enfin les détails, en laissant reposer le tableau quelques heures à chaque fois. L'apparente simplicité des traits masque une symbolique profonde. Les scènes, souvent récurrentes, font référence à la tradition, aux rites et à la mythologie. Toute la culture indigène et andine tient sur quelques centimètres carrés de toile. Si le village de Cotacachi, à 15 km au nord d'Otavalo, est réputé pour son travail du cuir, c'est à Riobamba qu'exercent les artisans rencontrés. Perpétuant les techniques et les traditions de leurs ancêtres, ils transforment avec goût les peaux des animaux en accessoires de maroquinerie, bagages, vêtements, ceintures et selles. Des concours hippiques sont régulièrement organisés à Riobamba. C'est l'occasion pour les propriétaires d'hacienda et de haras de présenter leur dernière monture. À l'origine sauvage, les chevaux qui viennent des régions andines sont dressés. Ils sont utilisés par les touristes au cours des excursions sur les pentes des volcans et servent aussi aux autochtones pour se déplacer d'un endroit à l'autre, comme à l'époque des conquistadors. Il existe une forte tradition taurine dans toute l'Amérique du Sud. Ce sont les Espagnols qui ont importé la tauromachie en Équateur, et c'est à Cotacachi qu'ont lieu les principales férias du pays en avril et en novembre. En attendant les manifestations nationales et internationales qui se déroulent dans les arènes de la ville devant 12 000 aficionados, les toreros s'entraînent à braver le danger face à des taureaux. Mobilité du corps, noblesse des gestes et bravoure font partie des qualités requises pour affronter la bête aux cornes acérées. Les premiers taureaux utilisés pour les corridas étaient de race navarraise. Ce sont les jésuites qui les ont importés au XVe siècle. Mais il a fallu attendre la libéralisation économique en 1978 pour introduire de nouvelles espèces et remplacer ainsi les vaches créoles et sémentales espagnoles. Au total, l'Équateur compte une trentaine de guanaderias, ces élevages destinés aux arènes.
La plupart sont situés à 3000 mètres d'altitude sur les flancs des volcans des provinces du Cotopaxi, du Tugunrawa, du Pichincha et du Chimborazo. A todo el público, a toda la gente que ha venido, a todos, muchísimas gracias. El Club Hídrico para el 2003. Les danses folkloriques font partie intégrante de la culture équatorienne. Elles ponctuent la plupart des manifestations. En Équateur, la fête est devenue presque un rituel, un moment de joie partagé où les générations se retrouvent lors des célébrations.